Le Paris Saint-Germain est enfin qualifié en huitième de finale de la Ligue des Champions après avoir éliminé Monaco en barrage. 5 buts à 4 au score cumulé sur les deux matchs. Mais derrière cette qualification, il y a énormément de choses à dire. Parce que cette saison du Paris Saint-Germain est très bizarre. En 2025, le PSG a réalisé un sextuplé historique, une première pour un club français, en remportant la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des Champions, le Trophée des Champions, la Super Coupe d'Europe face à Tottenham et la Coupe intercontinentale face à Flamengo. 6 trophées dans la même année civile. Alors oui, actuellement l'objectif affiché est le back-to-back en Ligue des Champions. Luis Enrique ne cesse de le répéter et les joueurs aussi. Mais sur le terrain, la réalité est bien différente. Et la comparaison avec l'an dernier est brutale. À la même période en 2025, le PSG était bien plus fort et donnait déjà l'impression d'être au-dessus de tout le monde, avec une vraie maîtrise collective. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. L'équipe a beaucoup plus de mal et il y a énormément de choses à analyser. Les performances individuelles, les problèmes défensifs, la question du gardien, l'état physique et mental du groupe, les choix de Luis Enrique et même le recrutement. Pour comprendre les difficultés actuelles du Paris Saint-Germain, il faut remonter au tout début de saison. Après la finale de la Coupe du Monde des clubs, cet été, le club n'a repris l'entraînement que le 6 août 2025, soit à peine une semaine avant la Super Coupe d'Europe programmée le 13 août face à Tottenham, sans aucun match amical de préparation. Puis la Ligue 1 a enchaîné directement dans la foulée. Une préparation tronquée qui s'est immédiatement ressentie sur le terrain. Parce que ce sont pourtant les mêmes joueurs que la saison dernière. Mais dans le jeu, on a l'impression de voir une équipe différente. Des joueurs qui paraissent fatigués, épuisés, voire qui se retiennent. Un manque d'envie peut-être, qui a conduit à un début de saison très compliqué. Des allers-retours entre la première et la deuxième place de Ligue 1. Une élimination en Coupe de France et une qualification en huitième de finale de Ligue des Champions arrachée dans la douleur. En Ligue 1, le PSG pointe actuellement à la première place avec 54 points en 23 matchs. En Ligue des Champions, le constat est encore plus frappant. Le PSG avait bien démarré la phase de Ligue avec 3 victoires d'affilée. Atalanta 4-0, Barcelone 2-1 à l'extérieur et Leverkusen 7-2 à l'extérieur. Mais la suite a été catastrophique. Seulement 2 points pris lors des 3 dernières rencontres, ce qui a fait dégringoler l'équipe à la 11e place avec 14 points. Hors du top 8, synonyme de qualification directe. Direction les barrages, comme l'an passé. Ce qui frappe, c'est un schéma qui revient match après match. Le PSG semble avoir systématiquement besoin d'un événement extérieur, un carton rouge adverse, un coup franc bien placé, un penalty, pour prendre le dessus. C'est une équipe qui est souvent menée au score et qui doit faire des remontées pour se qualifier ou l'emporter. On l'a vu contre Marseille en Trophée des Champions, on l'a vu contre Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale, on le voit aussi en Ligue 1, où il faut parfois attendre la 94e minute comme contre Nice pour arracher un but. Le sentiment général, c'est que cette équipe ne se donne pas à 100%. Bien sûr, la préparation tronquée peut expliquer une partie du problème, mais ça ne justifie pas tout. Le pressing est à moitié fait, l'intensité n'est pas maintenue sur 90 minutes et les joueurs ne montrent pas la même flamme que l'an passé, comme s'il y avait un véritable blocage psychologique. Pour un club qui domine, avec la possession à chaque match, ce déséquilibre entre la maîtrise technique et l'engagement physique est révélateur. Et c'est peut-être l'un des points les plus inquiétants de cette saison, malgré les discours optimistes de Luis Enrique, qui répète que la situation s'améliorera quand tout le groupe sera disponible, l'équipe n'a quasiment jamais été au complet. Les retours de blessures s'enchaînent, sans jamais coïncider, et certains joueurs paraissent émoussés. Luis Enrique l'a lui-même reconnu, le PSG n'a joué aucun match cette saison avec son équipe type. L'impression générale est celle d'un groupe fatigué, capable de dominer pendant 15 ou 20 minutes avec de l'envie, puis qui décline physiquement. Les replis défensifs sont moins rapides, on voit moins de prises à deux. La solidarité moins présente, le pressing moins constant, avec des trous énormes dans le milieu, alors que c'était une force majeure la saison passée. Et ça se ressent dans tous les secteurs. Face au bloc bas, le PSG manque de mobilité et de solutions. Dès que l'adversaire met du contre-pressing et de l'intensité, Paris a du mal à ressortir le ballon et semble avoir les jambes lourdes. Mentalement aussi, l'équipe paraît parfois bloquée, même si l'attitude s'améliore par rapport au début de saison. Les deux matchs contre Monaco illustrent parfaitement cette dynamique, le même scénario, 2 fois de suite. Match aller à Monaco le 17 février, Monaco 2, Paris Saint-Germain 3. Paris démarre le match dans le brouillard total. Balogun ouvre le score dès la première minute, puis double la mise à la 18e. Le PSG est mené 2-0, complètement amorphe. Puis tout bascule. L'entrée de Désiré Doué change la donne. Il réduit l'écart à la 29e. Hakimi égalise à la 41e. Et l'expulsion de Golovin en début de seconde période laisse Monaco à 10. Doué inscrit le but de la victoire à la 60e. Score final 3-2 pour Paris après avoir été mené de 2 buts. Le match retour au Parc, 25 février. PSG 2, Monaco 2. Rebelote. Paris joue une première mi-temps sans engagement. Akliouche ouvre le score pour Monaco juste avant la pause. Encore une fois, il faut attendre un carton rouge de Koulibaly expulsé à la 58e minute pour que le PSG se réveille. Marquinhos égalise à la 60e minute d'un but dans les 6 mètres sur un centre de Doué, puis Kvaratskhelia donne le deuxième but au Paris Saint-Germain. Mais le PSG retombe ensuite dans sa gestion habituelle et encaisse un but de Thésée à la 81e. Frayeur jusqu'au bout, Monaco frôle même la prolongation sur un dernier coup franc. Le bilan est clair, à chaque fois le PSG a besoin d'un événement pour réagir et reste la plupart du temps passif.
Au poste de gardien, Chevalier ne donne pas satisfaction. La concurrence est réelle et peut tirer les joueurs vers le haut. Chevalier en particulier vit 6 premiers mois compliqués, pas assez décisifs, avec trop souvent le ratio d'une frappe cadrée égale un but encaissé. En défense centrale, l'irrégularité est un sujet majeur. Marquinhos reste capable d'actions de très haut niveau. Son but décisif contre Monaco en est la preuve, mais aussi d'erreurs qui coûtent cher. Zabarni, recruté cet été, peine à s'imposer. Sur certains buts encaissés, c'est lui qui aurait dû assurer la couverture. Plus globalement, les recrues défensives n'apportent pas encore ce qu'on attendait d'elles et doivent encore s'adapter au système parisien. Au poste de latéral droit, l'absence prolongée d'Achraf Hakimi s'est fait cruellement sentir pendant de longues semaines. Entre sa défaite en finale de la CAN et sa grosse blessure, Hakimi a manqué de nombreux matchs. Zahir Emery a bien dépanné à ce poste, mais ce n'est évidemment pas la même chose, ne serait-ce que dans le côté offensif. C'est d'ailleurs un point essentiel. On a entendu dans les médias que le PSG serait devenu plus prévisible, et c'est en partie vrai. La grande force du PSG la saison passée, c'était sa capacité à créer du danger des deux côtés grâce au duo Nuno Mendes-Hakimi. Sans Hakimi, le danger arrivait majoritairement du côté gauche, et les adversaires l'avaient bien compris. Son retour oblige désormais les équipes à répartir leur attention sur les deux ailes, et Paris retrouve mécaniquement plus de variété. Au milieu de terrain, c'est peut-être là le plus gros problème du Paris Saint-Germain cette saison. Le manque de complémentarité par rapport à l'an dernier se ressent clairement. Zahir Emery n'apparaît pas compatible avec Neves et Vitinha dans certaines configurations. Là où Fabien Ruiz apportait un jeu sans ballon exceptionnel et une vision de passe en profondeur remarquable. Ses remplaçants ne comblent pas toujours ce vide. Si Vitinha maintient son niveau, il enchaîne des matchs et commence à perdre en efficacité et lucidité. Il est néanmoins le meilleur passeur du PSG cette saison et ce n'est pas le cas de tout le monde. Des joueurs comme Mayoulou à qui Luis Enrique maintient coûte que coûte sa confiance restent jeunes et peut-être qu'on leur en demande un peu trop. Devant, un excès d'individualisme commence à poser problème. Les joueurs ne semblent plus jouer les uns pour les autres. Certains joueurs retombent parfois dans leur travers en voulant dribbler 3 ou 4 adversaires, en ne faisant pas la passe et en ayant le mauvais dernier geste. Certains joueurs peinent aussi à simplifier leur jeu et à être décisifs quand il le faut. On entend que beaucoup de supporters veulent vendre Bradley Barcola. Mais dans tout ce bazar, le point positif, c'est Barcola. Et oui, dans tout ce contexte difficile, l'un des rares vrais motifs de satisfaction reste l'apport de Barcola. Sa capacité à prendre la profondeur change complètement la vitesse des attaques. Avec lui, tout va plus vite, les transitions sont tranchantes. Sans lui, elles sont souvent trop lentes et permettent aux défenseurs adverses de se replacer. C'est un profil unique dans l'effectif, indispensable pour apporter de la variété et de la verticalité. Certains voient le passage par les barrages comme un échec, mais ça peut être aussi une bonne chose. Après l'élimination en Coupe de France et seulement un match par semaine en Ligue 1, ces rencontres supplémentaires permettent de garder du rythme et d'effectuer des ajustements. C'est plus simple de corriger certains aspects face à des adversaires intermédiaires que d'arriver directement 8e contre un gros calibre comme Arsenal, premier de la phase de Ligue avec 8 victoires en 8 matchs, ou le Bayern de Munich, 2e. L'équipe n'est clairement pas prête, ni physiquement ni mentalement, pour affronter immédiatement un Cador. Donc ce palier peut servir à monter progressivement en puissance et le match contre Monaco nous a donné raison. Pour les huitièmes de finale, le PSG affrontera soit le FC Barcelone, soit Chelsea. Une confrontation contre le Barça semblerait plus favorable. C'est une équipe moins axée sur l'impact physique qui laisse davantage d'espace. A l'inverse, Chelsea, très intense dans le pressing et l'impact, poserait énormément de problèmes. Exactement le type d'adversaire qui exploite les faiblesses physiques identifiées au PSG cette saison. Face aux critiques, Luis Enrique n'a pas mâché ses mots en conférence de presse. Il a rappelé aux journalistes qu'il ne dispose pas de la moitié des informations dont lui dispose et que leur analyse à la télévision le laisse souvent perplexe. Il a souligné que le PSG a inscrit 4 buts de plus que la saison passée à la même période et les chiffres lui donnent raison. Il a rappelé que cette saison est particulière. Sur la Ligue des Champions, il a insisté sur le fait que le PSG a hérité du pire tirage possible et que malgré cela, l'équipe se retrouve dans une position privilégiée. Le PSG est champion d'Europe, c'est aux autres équipes de nous craindre. Un autre sujet important, c'est l'évolution de la stratégie du club sur le mercato. On entend beaucoup de personnes critiquer le mercato de Luis Campos et Luis Enrique. Le PSG ne veut plus surpayer. Le club cherche désormais des joueurs en accord avec le projet sportif et les idées de Luis Enrique à des prix jugés cohérent. Même si cela peut donner l'impression d'un recrutement plus discret que par le passé, l'idée derrière est d'assainir le marché autour du club et d'éviter que les autres équipes gonflent systématiquement les montants dès qu'elles entendent le nom Paris Saint-Germain. À long terme, cette politique pourrait stabiliser la construction de l'effectif et permettre un projet plus durable. Même si à court terme, certaines recrues comme Chevalier ou Zabarni n'apportent pas encore ce qu'on attendait. Après tout ce constat, la question se pose. Faut-il sonner l'alarme? La réponse est non. Pas encore. L'élimination en Coupe de France à froid ne devrait pas être un drame. Elle était prévisible, les signaux étaient là. Et paradoxalement, elle allège le calendrier et peut permettre de mieux gérer l'état physique du groupe en se concentrant sur les objectifs majeurs. Tout n'est pas à jeter dans cette équipe. Elle ne lâche rien. Et des cadres continuent d'afficher un très haut niveau. Nuno Mendes, Vitinha, Neves, Barcola,
Zaïre Emery, le retour d'Hakimi, buteur contre Monaco. Cette équipe est aussi solide mentalement, très solide mentalement. À une époque, lorsqu'on perdait 2-0, 3-0, 2-1, le PSG ne remontait pas. Maintenant, même à 2-0, le PSG peut passer à 3-2. À 3-0, le PSG peut remonter à 4-3. Le PSG continue jusqu'à la dernière seconde et n'abandonne pas. La finalité dans tout ça, c'est qu'il est difficile de faire une analyse concrète de cette première partie de saison et même de cette saison au global. Elle est très particulière et il est impossible de savoir ce qu'il y a dans la tête des joueurs du Paris Saint-Germain. La théorie la plus plausible, c'est que le PSG vit dans une forme de suffisance face aux petites équipes. Tant que l'adversaire n'est pas un gros calibre, tant qu'on n'est pas encore dans le vif des huitièmes de finale, l'équipe reste en gestion. Elle donne le minimum pour assurer le résultat, conserver son énergie et se préserve pour la suite. C'est peut-être un blocage psychologique, mais c'est aussi un calcul. Parce que la réalité, c'est qu'aucune équipe en Europe ne sort véritablement du lot cette saison. Et aucune équipe ne peut battre ce PSG s'il joue à 100%. L'équipe peut aussi se transcender lors des grands rendez-vous. En 2025, Paris a battu City, Liverpool, Arsenal, l'Inter sur la route du sacre. L'adrénaline et l'enjeu peuvent réveiller un groupe qui semble parfois en difficulté dans la routine du championnat. Mais pour ça, il faudra retrouver la faim, l'envie de se donner à fond comme si la Ligue des Champions n'avait jamais été gagnée. L'impression générale, c'est que cette équipe se réveillera quand elle aura un vrai gros match devant elle. Et ça tombe bien. Quoi de mieux pour se réveiller que l'équipe qui a battu Chelsea 3-0 en finale de la Coupe du Monde des clubs. Et oui, le PSG affrontera Chelsea en huitième de finale. Une équipe à l'opposé du PSG. Une équipe qui sera le véritable test de cette saison. Si le PSG peut sortir Chelsea qui est vraiment son opposé, alors le PSG ne craindra aucune équipe et retrouvera la même envie que l'an passé. Il n'y a pas si longtemps, on expliquait que pour atteindre une autre dimension, il fallait quitter Paris. Que le sommet était ailleurs, que le rêve passait forcément par Madrid ou d'autres grands clubs européens. Et aujourd'hui, on voit des supporters du Real Madrid parler de Vitinha, de Nuno Mendes, d'Achraf Hakimi, comme s'ils découvraient ce que les supporters parisiens voient chaque semaine. La vérité, c'est que tout a changé. Le Paris Saint-Germain est champion d'Europe, le premier club français à réaliser un sextuplé. Paris n'est plus une étape, Paris est devenu le sommet. L'objectif reste clair en interne, croire au parcours en Ligue des Champions et viser la deuxième étoile. Les huitièmes débutent les 10 et 11 mars. Il est temps de se mettre au travail. Paris Saint-Germain, Chelsea, une revanche. Ici, c'est Paname.